Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais lui dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais à m'oublier, j'ai regardé un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour les Café Snakers. Allô, Mounir. Bonjour Daphné. Café 20. Je pense qu'on est fatigué de toutes nos aventures en Acadie. Tellement d'aventures en Acadie. Mais c'était le fun. Je vais commencer avec mon sujet. Mhm. Je vais faire un retour sur les Olympiques, puis même un sujet qui est comme déjà un peu couvert, parce que j'ai mis l'extrait dans l'épisode précédent. Parce que finalement, à chaque fois que je scrolle sur mon For You page TikTok, c'est ça qui apparaît. Fait que je me suis dit, ben il y a quelque chose, il y a un engouement. Puis c'est quand qu'elle dit, c'est comme vraiment un TikTok sur deux. Mais ça doit être ma bulle algorithmique, mais c'est ça, je tombe toujours sur le medley d'Aya Nakamura, qui est la chanteuse franco-malienne qui a chanté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Puis c'est vraiment le bout qui est mis de l'avant, c'est le bout où est-ce qu'elle reprend une chanson de Charles Aznavour, Formidable. Aya Nakamura, ça, la vulgarité du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras, darling. Une chanson qui a été écrite en franglais en 1963, fait qu'une vieille chanson, un classique français que moi j'ai beaucoup écouté dans ma jeunesse personnellement parce que mon père passait ses fins de semaine à écouter en boucle les mêmes cassettes, dont Charles Aznavour. J'ai eu une espèce de révélation mystique hier. Ouais, très Quand grande révélation. J'avais fumé du pot. Puis là, je pensais à l'épisode de Café Snake, puis j'étais comme, oh my god, j'ai tellement un bon lien. Puis là, aujourd'hui, quand j'ai fait mes notes, j'étais genre, oh my god. C'est le lien, il de la était merde. moins solide que quand t'étais high. Mais c'est quand même un bon lien. Mais je trouvais qu'il y a plusieurs chanteurs comme Charles Aznavour qui reviennent à travers les époques, qui mettent de l'avant une forme de mélancolie qui est addictive. J'ai l'impression qu'on pourrait vraiment facilement comparer Charles Aznavour à Lana Del Rey. Mhm. Mais là, c'est comme full intellectualisé. Là. Hier, c'était... Dans le fond, Charles Aznavour, c'est Lana Del Rey. Mais je faisais 100 000 liens, là, puis je parlais de plein d'affaires. Anyway. Fait que les vidéos sur lesquelles je tombe sur TikTok, c'est vraiment des gens qui capotent sur la chanson, qui sont comme « What the fuck? Comment ça se fait qu'il y a Je pas... » suis hypnotisé. Je suis hypnotisée, je peux pas me sortir ça de la tête, qui veulent absolument que ça sorte sur Spotify, puis d'autres qui reproduisent aussi la danse qu'elle a fait pendant l'ouverture sur le pont des Arts. C'est le pont des amoureux. Ça, C'est là où est-ce qu'il y a des cadenas, genre? Exact. Ah, C'est ça, ils disent finalement, hey, quand est-ce que ça va être disponible sur les plateformes de streaming? Parce que la seule façon de l'écouter, finalement, c'est sur les réseaux sociaux où on va réécouter le clip de son passage en boucle. Tu sais, ça touche tout le monde, là, c'est pas juste les Français, il y a les anglophones, j'ai noté des écrits, là. Thinking about how no one on this train knows what this random 30 seconds clip from the Paris Olympic Games opening ceremony means to me. Puis j'ai même vu des TikTok en mode traduction, genre « Oh, for the people that don't speak English, you have no idea, genre, how huge this is, genre, que Aya Nakamura fasse ce cover-là. » Exact. Puis c'est un peu de ça que je veux parler, comme parce que c'est vraiment un pied nez à toutes les critiques qu'il y avait pré-olympiques. Selon le directeur musical de la cérémonie des Olympiques, ça se pourrait que toutes les pièces musicales qu'on a entendues pendant la cérémonie d'ouverture soient éditées en album et donc disponibles sous peu ou dans un avenir rapproché sur les plateformes. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de talent à juggle, là. C'est comme, tu sais, Aya Nakamura, c'est une chose, mais après t'as Céline, t'as Lady Gaga, t'as le groupe de métal qui était là. C'est beaucoup d'artistes avec beaucoup de leverage. S'ils se sont pas entendus pour ça avant la cérémonie, ça va prendre peut-être du temps quand même avant que ça devienne disponible. C'est clair, c'est des Puis ça aurait dû questions être de quelque droit. chose qui aurait été considéré comme peut-être avant, Ouais. pour que tout soit prêt. Parce que moi, est-ce que tu penses honnêtement qu'Aya allait chanter ça live? Je pense que non. Je pense que ça a été tourné Ça a été... à qu'il y a l'avance ouais. pour des questions de sécurité. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. Non, moi je parle de vidéo Ah. peut-être qui était live. Je parle de lip-sync. OK. Moi je pense qu'il y a je pense qu'elle est allée dans un studio enregistrer ça. Ça se peut, ouais. Fait que la chanson, I guess, cette partie-là, au moins, elle existe déjà, genre.
Ouais, je pense que c'est vraiment un des moments forts des Jeux olympiques, je pense peut-être même le plus fort. Oui, c'était vraiment émouvant, Céline Dion. Je tombe pas nécessairement sur elle dans mon fil algorithmique, puis je tombe jamais sur la performance de Lady Gaga. Je l'ai même pas encore vu. Vu qu'on a raté le début, j'ai pas pu... Donc c'est pas un moment marquant, parce que culturellement, ça voulait peut-être dire moins de choses. Pour moi, cette chanson-là, déjà, c'est comme des jeux avec la langue, il y a comme un mélange de franglais, puis là, le fait que ça soit repris par Aya Nakamura, ça parle beaucoup, surtout dans un contexte où il y a comme une montée de la droite, autant en France qu'ici au Québec, je pense. Là. La langue, elle est vraiment récupérée à des fins identitaires, du moins avec la CAQ. Elle est instrumentalisée, la langue française au Québec, est comme dangereux. Même si je veux défendre la langue française, puis je suis une praticienne de la langue française. Mais tu sais, il y a déjà des lois comme la loi 96. Grand aboutissement de la Révolution tranquille, c'est la loi 101 du Parti québécois. Là. C'était un moment fort dans... Tu sais, on était en Acadie, mais au Nouveau-Brunswick, il y a 2 langues officielles. C'est la seule province bilingue, mais au Québec, la seule langue officielle du gouvernement, c'est le français. C'était quand même un gros moment d'affirmation dans l'identité nationale québécoise qui était la culmination de sortir de comme une période genre tutélaire, qu'on était en tutelle par l'Église, toutes ces affaires-là. Mais ça, je suis d'accord, mais c'est que là, les espèces de nouvelles itérations de cette loi-là ont des tangentes assez racistes, merci, puis c'est de ça que je veux parler, entre autres. Déjà, là, quand ils ont annoncé que Aya Nakamura allait chanter aux Jeux olympiques, il y a Marine Le Pen qui a dit « c'est une tentative d'humilier le peuple français ». Ça fait naître plein de débats racistes en France. On disait qu'elle représentait pas la France ni la langue française. Il y a même un député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui a considéré qu'Aya Nakamura ne valorise pas la langue française. Parce que c'est un mime aussi dans sa musique, Aya Nakamura, que ses paroles nécessairement ou ses chansons les plus catchy, c'est pas nécessairement à propos de la langue, c'est plus le vibe pis tout, pis le monde ne comprenne pas tant. C'est « Oh, Jaja ». Je pense que c'est pas à propos de la langue, mais moi, je pense que justement, c'est un de ses propos. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ça. Comme... Elle peut parler d'une peine d'amour, de n'importe quoi, mais ce jeu-là, qu'elle joue avec la langue française... Elle met le slang dedans aussi de beaucoup des communautés d'Afrique de l'Ouest qui sont en France. Exactement. Le verlan, il y a des expressions linguistiques genre anglaise, espagnole, de l'argot ivoirien, bambara. Elle joue avec la structure des mots, la syntaxe. Fait que pour moi, ça dépasse le mime. C'est juste comme peu importe si tu chantes à propos de ta peine d'amour ou de tes copines. Comme si tu joues à ce point-là avec la langue française, t'es en train de faire un statement politique. Parce que justement, la langue, c'est jamais neutre, puis c'est récupéré par les classes politiques d'un point de vue identitaire. Fait que là, c'est ça. Il y a aussi Marion Maréchal qui a déclaré que Aya Nakamura ne chante pas en français. Ce n'est ni notre langue, ni notre culture. Exact, alors que, comme tu me disais, en 2020, c'est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify. Qui de mieux qu'elle pour représenter la langue française? C'est elle qui a le plus d'impact, finalement, mondialement, peut-être. J'ai pas mal lu là-dessus, mais tu sais, c'est un discours qu'on a entendu. Puis après, j'ai lu un texte de Corinne Mancé-Castor qui s'appelait « Jaja cause bien français ou pourquoi Aya Nakamura représente aussi la pluralité de la France », qui a été publié en mars. Elle a dit que la vitalité d'une langue, c'est souvent amené par les transformations que la langue subit, tu sais, l'argot, tout ça. C'est un reflet aussi de ce que c'est la France aujourd'hui, parce que tu utilises des mots venus des terres que tu as colonisées. En plus de l'anglais et l'espagnol, qui sont aussi des empires, donc qui font partie d'une espèce de mondialisation. Fait que c'est un reflet fidèle du monde, beaucoup plus fidèle que l'espèce de langue, quote-unquote, standardisée, pure, neutre et finalement non existante qui nous est vendue. Dans son texte, elle disait... Comme tous les poètes, l'écrivain et chanteurs, elle invente une outre-langue, c'est-à-dire une langue neuve pour réveiller la langue commune. Puis je pense que hier, dans le char, j'étais comme un peu buzzée, fait que j'ai essayé de trouver la définition de outre-langue, puis je trouvais rien. Sans faire exprès, je pense que j'ai tapé outre-voix. Puis outre-voix, c'est dans un titre, le titre de livre, Outre-voix, Voice-over, Conversation nomade avec Mahmoud Darwish, de Breitenbach. Mahmoud Darwish, c'est le poète qu'on... Ouais, palestinien, qu'on lisait ensemble. C'est ça, j'avais comme l'impression que Outre-voix, ça me faisait penser à Outre-tombe, fait qu'il y a la notion de transcender comme la mort. Puis en fait, c'est ça exactement, c'est une conversation imaginée entre Breitenbach, genre qui est un poète sud-africain, français,
et le poète palestinien Mahmoud Darwish. J'avais cette impression qu'il inventait une conversation, tu sais. Je comprends. J'aimais cette idée de conversation qui se poursuit par-delà la mort, que tu peux comme parler avec des morts. Dans ma tête, la façon que je parle, c'est tributaire de tous les gens qui me rencontrent, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai habité, mettons, toi, ma famille, ma grand-mère qui m'a élevée en partie. Ma grand-mère est morte, mais il y a une partie de ma grand-mère qui reste dans ma voix, genre, dans ses expressions qu'elle m'a enseignées, puis des expressions qui sont pas nécessairement conformes avec la langue bien parlée, le français radio-canadien. Moi, j'aime ça quand tu dis à quoi je combattise. Ah oui, ça, je pense pas que c'est ma grand-mère. Mais tu sais, ma grand-mère, elle venait d'Abitibi, elle avait plein d'expressions qui étaient super influencées de l'anglais, genre step in, comme step in pour des bobettes, mais elle parlait pas du tout anglais. Anyway, c'est comme si, quand je parlais en ce moment, j'avais quand même une conversation d'outre-tombe avec ma grand-mère. Tu sais, il y avait comme quelque chose, il y avait comme un lien que j'établissais dans ma langue avec ma grand-mère, parce que il y a des parties d'elle dans ma voix. Ça m'a comme occupée dans les dernières semaines, où je sais pas, c'est revenu souvent dans nos conversations. Je pense que c'est juste verser dans le purisme ou penser qu'il y a une bonne façon de parler une langue, c'est légitime. Ça, c'est vraiment important d'en parler puis de le dire, surtout au Québec, surtout dans un contexte où on instrumentalise la langue puis on en fait un outil identitaire, un outil politique qui finalement sert à écraser certaines personnes. C'est juste que penser qu'il y a une bonne façon de parler une langue, c'est légitimer une structure de pouvoir qui, historiquement, mais encore aujourd'hui, beaucoup, sert à effacer des voix. Puis c'est ça dont il faut se rappeler, puis moi je le vis au niveau médiatique. Puis ça, je pense que toi aussi tu l'as vécu, mais mettons, quand je parle à la radio, je fais des erreurs. Je me force, mais j'en fais pareil. Quand j'écris dans la presse, ça, c'est un petit peu différent parce que c'est écrit, mais tu sais, je choisis consciemment parfois d'employer des anglicismes parce que c'est ces termes-là que j'emploie dans ma vie. Il y a une expression qu'on me reprochait beaucoup de dire à la radio, puis tu sais, il y a des dudes qui viennent comme faire littéralement des enquêtes pour trouver mon profil Facebook, pour m'écrire des inbox, pour me dire « Hey, arrête de dire ça », puis on me leur dit, genre les institutions me le disent, je dis « ça là » au lieu de « ça a ». Ça l'a pas de bon sens. Non. Je suis consciente que c'est comme une faute que je fais, mais j'arrive pas à me la sortir de ma bouche parce que je pense que je l'ai intégrée avec ma langue maternelle. Comme je pense que ça me vient de comment ma grand-mère me parlait, whatever, mon père. Fait que finalement, ça fait partie de moi, le fucking sala. Puis des gens qui essayent de me dire comment bien parler, guys, j'ai fucking 2 maîtrises, ok? J'ai une maîtrise en création littéraire. Talk your shit. J'ai une maîtrise en traductologie. Je suis une autrice publiée, non seulement publiée, traduite en plusieurs langues. Je suis une des autrices québécoises qui rayonnent à l'international, en Europe, en Amérique latine. C'est comme « shut the fuck up ». Let's go! Shut the fuck up qu'elle a dit. Non, mais je voulais le dire. C'est comme, moi, je suis un instrument qui rend notre culture, qui rend notre langue vivante. Puis là, vous trouvez fin finaux d'aller m'écrire, de trouver mon courriel, de trouver ma page Facebook, puis de me dire ça. C'est que c'est pas une affaire d'ignorance. Je le sais, j'en suis consciente. Même quand je fais le montage du podcast, je m'entends le dire, mais c'est juste comme ça que je parle. Ce que ça fait aussi, c'est que je trouve que c'est comme, à la place de me parler de mes idées, des choses que j'amène dans le discours, souvent des choses dont on parle pas assez dans les médias, mettons, ben on délégitimise ma présence dans ces sphères-là. On me fait comme, c'est comme un message sous-entendu, c'est comme « Hey, t'as pas ta place ici ». Mais ça, là, c'est un mécanisme de rejet, de dire que finalement, il y a des gens qui sont bienvenus ici, puis il y en a d'autres qui le sont pas. Moi, j'ai l'opportunité d'envoyer un peu chier ces gens-là de loin, là, en ce moment, dans mon discours, mais j'ai quand même une certaine dose de confiance parce que je veux dire, j'ai effectivement étudié la littérature pendant, à un niveau supérieur à l'université pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. J'ai même enseigné, j'ai écrit dans le journal, je parle à la radio, mais je peux pas m'imaginer, mettons, les autres. Les gens qui n'ont pas nécessairement de formation universitaire, qui n'ont pas nécessairement publié de livres, puis là, ils vont s'exprimer, ça se peut qu'ils disent des idées super intéressantes, des points qu'il faut entendre, puis là, la seule chose qu'ils ont comme espèce de réception critique, c'est « Hey, t'as dit telle affaire, puis c'est pas bon, ta syntaxe est pas bonne, t'as fait une erreur, t'as commis un anglicisme. » Ben, moi, c'est le struggle. Tu sais, ma chaîne YouTube, une des choses qui a fait qu'elle a bien fonctionné, c'était se présenter ce langage-là qui est parlé par une génération, mais qui n'est pas de tribune médiatique. Quand je suis arrivé à la radio, ma chronique que j'ai filmée puis que j'ai mis sur YouTube, le commentaire qui revenait plus souvent, c'est comme « Oh mon Dieu, Mounir, t'es capable de parler comme un français radio-canadien, mais
à ce moment-là, moi, j'étais quand même en conflit parce que j'étais comme, ah, mais j'aurais aimé ça. Il y a quand même des expressions dans Quand je parle, mais ça aurait été encore plus iconique que je change pas comme la façon que je parle. Mais après, qu'est-ce qu'on Mais en fait, ça aurait été un statement politique. Ouais. Mais l'affaire avec la standardisation du langage, c'est qu'au début, moi, je fightais beaucoup pour ça, pour que, genre, j'étais comme, non, je veux pas que tout le monde parle pareil, mais c'est que c'est pas pour que tout le monde... Puis les salles, c'est pas la même chose, mettons, moi, comment je parle, mettons, ma mère, elle comprend pas la moitié de quand je parle avec vraiment dit, puis c'est pas pour que tout le monde parle pareil, c'est pour que tout le monde comprenne. Ouais. Puis à un moment donné, je comprends qu'il y a du monde qui peuvent pas comprendre quand j'y vais all-in en mode mère de Laval, whatever. Ouais. Mais en même temps, moi, ça me fait penser à mon livre, mon essai maquillé qui a été publié en France, puis ils l'ont adapté culturellement pour que les Français comprennent. Puis là, il était comme « Hey, Cheetos, nous, on sait pas c'est quoi, fait que on va mettre biscuits, apéritifs, fromager. » Genre, non. That's crazy. Non. Puis l'affaire, c'est que ça se peut bien que tu tombes sur un terme, un mot que tu comprends pas, mais c'est normal. On vit pas dans la même réalité. Puis c'est ça aussi, faire l'expérience de l'altérité. Puis si tu lis maquillé, t'es pas en France, t'es en Amérique. Google ça, moi, Cheetos. Comme nous, on fait quand on lit des livres français de France, tu sais, ils sont pas adaptés culturellement au Québec. Mais moi, je vis pour ce rent live, comme ça, tu sais, je veux dire, quand on s'est rencontrés, c'est sûr qu'il y avait des expressions de toi que je comprenais pas, mais finalement, t'as enrichi ma vie parce que j'ai appris des nouveaux mots. Comme moon. Kentamoun, Ket, des trucs du genre. C'est ça, mon enrichissement du vocabulaire de Daphné. Fait que finalement, tu sais, s'il faut parler d'une certaine façon pour accéder à certains espaces, ben finalement, en faisant ça, c'est qu'on s'assure de garder sous silence une bonne partie de la population. Comme petit Claude. Comme dit Claude, comme beaucoup d'autres. Puis là, je me suis même demandé, tu sais, parce que là, on dit, je pense que c'est vrai aussi, là, d'un point de vue extérieur, que les médias ont changé, la façon dont on s'exprime dans les médias aussi est un peu plus décontractée qu'avant. Mais back in the days, là, mettons, il y a 50 ans, qui était dans les médias? Qui avait le privilège d'accéder à ces micros-là? Des gens, probablement bourgeois, ou en tout cas d'une certaine éducation, qui, chez eux, dans leur milieu familial, parlaient un français qui était proche du français international. Parce que c'est très, très dur de désapprendre à parler ta langue maternelle. Une autre affaire, c'est les Français, surtout au Québec, à Montréal. Tu sais, c'est arrivé, on est allé au jardin botanique, puis là, il y a j'ai parlé à un monsieur, je sais pas trop, puis il m'a répondu, c'était un touriste français, il m'a répondu en anglais. Au Québec. Non, mais comme... Dude! Justement, pour moi, c'est tellement une attitude impérialiste de comme, il y a juste une façon de parler français, même quand je suis à l'extérieur du pays où j'habite, ça m'a vraiment irritée. C'est parce que ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Je veux parler de la langue orale, la langue parlée. Je pense qu'il y a tellement d'informations. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très sensible aux voix, là. La poésie, c'est lié à la voix, on en a tellement parlé, on revient du festival de poésie de l'Acadie. Dans la voix, il y a beaucoup d'informations, comme par exemple la région où on est né. Tu sais, les gens à Laval parlent peut-être pas pareil comme les gens à Rimouski. Puis il y a nos ancêtres, comme je disais, ma grand-mère, tu sais, les gens qui nous ont précédés, il y a nos amis. Moi, je prends les expressions de mes amis. J'ai un exemple dans ma tête. J'ai habité avec une fille pendant 1 an. Ma elle disait « dadadi dadada » pour dire etc. Puis je me suis mis à dire ça. Puis à chaque fois que je le dis, je pense à elle. Mais je suis tributaire de tous les gens qui m'ont entourée. Ils font partie de ma voix, de ma langue orale. Il y a notre accès à l'éducation, il y a notre statut socio-économique dans notre voix, puis il y a aussi toutes sortes de mémoires affectives, justement, comme je pense à des amis, à peut-être les petites expressions que ma mère employait quand j'étais jeune, tout ça. C'est quelque chose dont on hérite, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Donc l'oralité, là j'étais comme l'oralité maternelle, mais j'ai dit l'oralité première. C'est pas un choix, c'est pas méritocratique. Méritocratique, c'est fondé sur le mérite, sur le travail. Au départ, quand on grandit dans un milieu, on choisit pas ce milieu-là. Puis ceux qui sont nés dans des familles qui parlent, proche d'un français qu'on dit, entre gros guillemets, neutre ou plus proche d'un bon parler ou d'un français soutenu, ouais. Eux autres, ils vont accéder aux sphères de pouvoir ou accéder aux sphères médiatiques. Ils vont juste travailler, perfectionner ce qu'ils ont déjà. Tu sais, c'est un travail un peu comme de polissage, de finissage. Mais qu'est-ce qui arrive quand toi, ton français parlé oral, il correspond pas au français parlé oral dont on veut, celui, comme tu dis, là... Du français soutenu? Soutenu, mais standardisé. Standardisé. Plus l'idée
d'une langue comme ça qu'on verrait comme neutre, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu penses? Ils vont mettre au goulag. Non, qu'est-ce que tu fais pour te... Quand tu travailles, là, parce que là, on parle de méritocratie, ton mérite, c'est tout un travail d'effacement. À la place de polir puis de perfectionner ton parler, tu vas l'effacer, tu vas renoncer à des expressions, à des tournures de phrases. Tu vas te renier. Tu vas renier ta grand-mère dans ta bouche. Tu comprends? C'est ça qu'ils me disent aussi quand ils me disent « arrête de dire ça là ». C'est genre « check Daphné, la place d'où tu viens, les gens qui t'ont entouré, ceux qui t'ont élevé, c'est pas la bonne affaire, pas les bonnes personnes. Faut que tu les nies. » C'est ça qui me gosse aussi. Il faut penser aussi, là je parle surtout des classes dans mon cas parce que je suis une femme blanche, là, mais croire en une langue pure et standard, c'est par définition fondamentalement raciste et colonialiste. Ça aussi, il faut toujours avoir ça en tête. Puis là, ça m'amène aussi à comme te dire... Tu sais, je trouve ça intéressant des fois que tu féminises certains mots. J'ai des amis aussi qui font ça. Pascal Bérubé, par exemple, la poète, qui dit « la livre »,« ma livre » à la place du livre. Puis toi, tu dis « la podcast », mais cette idée qu'on a finalement un pouvoir d'autodétermination sur notre langue, puis on peut même avoir un pouvoir d'influence. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, tu monitores ton influence sociale en voyant combien de monde adopte la féminisation de podcast. Mais c'est parce que moi, tu dis adopte, mais parce que c'est l'état original du mot podcast, c'est un mot féminin, en fait. Mais tu vois, c'est parce que le psyop, il faut qu'il commence deep. Moi, c'est l'Académie française, en fait. C'est Dany Laferrière qu'il faut aller chercher. C'est juste ça que j'ai à dire. Fait que dans le fond, toi, tu vas avoir atteint ton objectif quand Dany Laferrière va dire « la podcast ». Évidemment, cette réflexion sur la langue-là, elle a été un peu nourrie par l'actualité, par Aya Nakamura. Tu sais, quand elle dit, là, je devrais parler dans la langue de Molière pour te plaire. C'est quoi le sous-entendu là-dedans? C'est que pour plaire au fucking peuple français, il faut qu'elle parle dans la langue de Molière. Mais Molière, c'est qui? Jean-Baptiste Poquelin de son vrai nom. Tu sais, c'est quoi? Il est né en genre 1600, là. Ce qu'elle dit aussi, c'est genre une langue fucking archaïque, passéiste. Parce que c'est pas la langue du présent. Puis peut-être ça l'a jamais été. C'est ça, je disais que cette réflexion sur la langue, elle a été aussi nourrie par notre passage au Festival acadien de poésie, tu sais, où finalement on a rencontré plusieurs poètes qui parlaient le chiac, qui écrivaient en chiac. Et un mélange de français acadien avec des emprunts à l'anglais, puis aussi ça dit là je lis Wikipédia, mais des mots racines de langue algonquienne orientale. Puis j'avais un exemple que j'avais pris d'une poète avec qui on était, Xenia, son recueil Des fleurs comme moi, et aux éditions de la prise de parole. Dans la description là, sur le site web, ça dit « Hey kid, rurally fifth puis loudly fag, waving around comme un flaming flag, quand qu'une maison brûle to the ground, on focus tout le temps sur la perte de l'abri, but what about la mort de ton feu? Te vois-tu en flamme chez vous? » C'est ça, on a assisté à une table ronde, ça s'appelait Langue lisière avec Dominique Bernier-Cormier, Simon Brown et Xenia. Ça parlait du multilinguisme dans la poésie. Puis là, à un moment donné, je sais plus trop c'était dans quel contexte, mais il y a Dominique qui a parlé de comme cette espèce de timidité ou peut-être comme de self-censure, comme censure, autocensure qu'on a, nous, à peut-être quand on écrit un livre, de pas mêler les langues. C'est un rapport avec la langue comme avec une autorité. Puis il a dit que donner de la légitimité à l'institution de la langue, là, comme si tu vois ça comme une structure de pouvoir, c'est comme donner de la légitimité à des douanes, à des polices. Puis moi, je trouvais que le moment de Aya Nakamura, c'était tellement un beau fuck you en or, dans une robe de Christian Dior. Puis le fait qu'elle danse, qu'elle chante, ou en tout cas qu'elle soit accompagnée de l'orchestre de la garde républicaine, qui fait partie de la gendarmerie royale, donc... La police. La police, il y avait quelque chose comme ça que moi je voyais, tu sais, comme un rapport à la police de la langue. La fucking police. L'autorité, genre, puis une autorité qui est oppressive. Là, je voulais finir avec une dernière parenthèse, en fait, parce que cet été, on a assisté à la première de Nos Belles-Sœurs, qui est une mise en cinéma d'une pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs, qui est tellement citée, tellement étudiée dans le parcours littéraire des Québécois, comme c'est l'exemple, par exemple, Michel Tremblay qu'on donne quand on étudie la traduction, qui s'est fait traduire en anglais avec les Scots, parce que, tu sais, on voulait essayer de traduire le joual, donc on a traduit ça... en écossais. Exact. Avec l'accent écossais. Mais honnêtement, là, tu sais, en tant que
qu'écrivaine, passons au suivant. Il y a d'autres choses en ce moment qui se font. Tu sais, ça, là, ça date des années 60. Ça fait combien de temps? Ça a été écrit en 65, je pense. D'emblée, là, il y avait le gratin, genre, québécois. On a vu Charlebois. Il y avait plusieurs ministres. Il y a François Legault. Il y avait le premier ministre François Legault, donc beaucoup de représentants de la CAQ. Littérairement, Michel Tremblay, c'est comme rapidement devenu la seule référence littéraire d'une bonne part du Québec ou d'une certaine génération de Québécois. Puis quand on s'est assis au théâtre, là, tu t'es mis à jaser avec une madame assise à côté de nous, puis elle t'a comme mansplain la culture québécoise. Parce qu'elle t'a vu comme, un étranger. Tu sais, comme tu fais partie de la culture québécoise. Mais moi, parce que puis j'ai t'es joué le jeu littéralement aussi. assis avec genre une autrice québécoise qui a comme une vie médiatique. Okay? Puis là, elle était comme, c'est donc bien nice que vous intéressez à la culture québécoise. Puis moi, je me suis dit dans ma tête, moi, j'ai hâte du moment où vous allez vous intéresser à la culture québécoise actuelle, à nous. Parce que si tu t'intéressais vraiment à la culture québécoise, madame, tu ne nous aurais pas parlé comme ça. Je reviens à Nos Belles-Sœurs parce que ça a été une pièce de théâtre, une œuvre importante, je pense, justement, parce que Michel Tremblay, écrivait en joual, c'est écrit en joual, puis le joual, c'est une forme d'argot, tu sais, québécois. C'est juste que là, je me demandais comme, c'est quoi notre rapport à ce joual-là versus le rapport à comme la culture québécoise contemporaine, puis comme l'espèce d'obsession de la CAQ avec le français. C'est que je pense que la pièce, elle est parue justement dans les années 60, au moment où le joual est devenu, a été revendiqué comme une partie de l'identité nationale. Un moment où les gens ont pris conscience de leur position en Amérique, au Canada. Mais pourquoi pas le joual d'aujourd'hui, tu sais, parce que le joual d'aujourd'hui, par exemple, ça inclut les expressions qui nous viennent d'Internet. Puis ça, c'est ça, justement, je reçois tellement de messages de boomers parce que moi, je couvre la culture web dans la presse, puis c'est tout le temps les expressions d'Internet. C'est comme, oh my god, la fille, elle parle tellement en anglais. Mais ça fait partie du joual contemporain. Soit ça, ou par exemple, des expressions de créole haïtien dans ton cas, peut-être. Du créole, for sure, de l'arabe aussi. Ouais, mais l'arabe. Surtout du créole, mais tu sais, c'est pas que... tu vas dans une école secondaire live, tu vas voir des jeunes Québécois de souche qui vont être comme « Wallah, frère, Kho, c'est frère en arabe. » Ouais. Tu sais, puis après le créole, c'est vraiment... Le créole a eu son stronghold. Ça va avec les vagues d'immigration aussi. Ouais. Fait que tu vois, comme la vague d'immigration haïtienne, elle précède, ouais. Les années 90. Ouais, même plus tôt. Puis après, il y a eu des plus grosses vagues maghrébines, fait que ça va dans le langage, tu vois. Ouais. Mais mettons, c'est comme, tu sais, fais les dos, fais les bails, c'est des expressions créoles. Ok. C'est pour ça que j'ai jamais fait de merch avec aussi, parce que je voulais pas. Ah, ok. Fait que moi, mon hypothèse, c'est que le joual de Michel Tremblay, il est ok, il est acceptable, il est même valorisé parce que il est blanc. That's it. C'est devenu le statu quo, il représente un set d'idées, de valeurs, d'idéologie, mais c'est figé dans les années 60 au moment de la Révolution tranquille. Mais c'est un truc raciste parce que ce joual-là, on l'accepte parce qu'il est lié à des valeurs coloniales blondes. Là, j'ai écrit la CAQ et le joual, je lisais des commentaires sur Reddit. Oh mon Dieu, c'est comme une grosse recherche scientifique, mais je lisais des commentaires sur Reddit, sur la politique, en tout cas, puis j'ai lu quelque chose d'intéressant. La personne... Elle disait que, les caquistes avaient une genre de posture intenable, je la cite, autonomiste et intenable, malgré la position des caquistes très ferme sur l'identité, tu sais, l'identité québécoise. À mon avis, c'est plutôt traditionnel, voire passéiste, et il n'offre pas de vision renouvelée sur l'avenir politique et culturel du Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, j'ai aimé ça parce que je trouvais que c'est vrai qu'ils ont vraiment comme un focus sur l'identité, mais c'est comme une identité qui est figée dans le temps des belles-sœurs. Puis c'est une identité qui est passéiste, puis qui est pas tournée vers c'est quoi, genre, le monde aujourd'hui et plus tard. Je trouvais que l'idée des belles-sœurs, le fait qu'il y avait tellement de représentants du pouvoir politique lors de la première du film, ça revenait à une forme de langue identitaire, puis un fantasme peut-être qui était poussé par la CAQ d'un joual qui serait acceptable parce qu'il est lié à une forme de nostalgie qui est liée à des rôles plus traditionnels, une famille plus traditionnelle, puis une langue qui ressasse sans cesse un Québec qui n'est plus, qui n'existe pas en ce moment. Comme si, justement, on avait figé la langue en 65, puis ça me faisait penser aux tradwives, donc ces femmes, souvent des mormones, qui sont vraiment populaires sur les réseaux sociaux, dont on parle beaucoup, notamment Ballerina Farm récemment, donc il y a cette ballerine qui élève des cochons, mais qui est finalement mariée avec un héritier multimillionnaire, qui met en scène une vie traditionnelle, mais qui est en fait une utopie, qui est une fabrication, parce qu'il y a personne qui peut se permettre de vivre
comme ça, genre. Même les fermiers, tu sais, c'est pas glamour de même, puis c'est pas possible économiquement. Fait que c'est comme de nous vendre une fabrication, tu sais, c'est comme une nostalgie, tu sais, comme Lana Del Rey ou Aznavour, mais une nostalgie pour quelque chose qui a jamais vraiment existé. Ben, c'est ça qui est décrit aussi dans le... C'est un concept qui revient souvent, cette nostalgie pour un passé qui n'a pas existé dans l'essai justement d'Ali Giroux. Elle a un segment là-dessus. Donc, L'œil du maître d'Ali Giroux, un bon livre. Ouais, si vous êtes souverainiste, mais vous voulez une pensée contemporaine sur la souveraineté, je vous le recommande. Puis là, c'était juste que je voulais dire que Legault, pour moi, c'est une tradwife. Une figure médiatique qui nous vend, c'est ça, une forme de nostalgie qui est appétissante, qui nous semble authentique, mais qui est construite de toutes pièces et qui n'a jamais vraiment existé. C'est tout. Le goût, la tradwife. Ben, je pense, il y a tellement de choses à dire, mais tu sais, si on continue dans l'invention de la langue, juste pour faire une mini parenthèse, ben, continuons dans l'invention de la langue, on avait proposé une traduction pour le concept de brat, genre la petite Moses, mais on en a vu une autre émerger sur TikTok, le TikTok québécois. La personne qui a posé ça? Non, ben oui. Ah, c'est chipette. Chipette, comme un mélange de chippie puis peut-être de coquette. Ouais. Moi, je trouvais ça bon parce que ça reprend aussi l'idée que Charli XCX met en scène d'une personnalité avec des contrastes ou une espèce de paradoxe où elle est à la fois une princesse et à la fois une diabolitaine. Genre, c'est quoi qu'elle dit? 666 with a princess streak. Princess streak. Ouais. Fait qu'avec un soupçon de princesse, elle est 666. Puis j'étais comme, ah, chipette. Chipette, c'est mieux que petite Moses. Ben, à voir, dites-nous-le. C'est quoi que moi? C'est ça, mais après ça, je voulais dire aussi que le diaper discourse continue. Tu sais, je sais que personne m'a écrit par rapport à ça, mais moi, je continue à le monitorer. Je sais que personne m'a écrit. Hey, ça, c'était genre audiencing. C'est tout récemment, le colistier de Kamala, Tim Walz, se fait appeler par les républicains Tampon Tim ou Tampon Timmy. Donc, on revient avec l'idée non seulement de diaper discourse, donc un produit qui sert à récolter les fluides corporels, mais des fluides qu'on serait pas capable de contrôler, donc l'idée de pas contrôler ce qui rentre, ce qui sort. Et là, j'ai lu que c'est un élément... Ben, d'un, c'est parce que le lien, c'est qu'en 2024, je pense que Walt a apporté son soutien pour une loi qui faisait en sorte que dans les écoles publiques du Minnesota, il y avait des produits menstruels qui étaient distribués gratuitement dans les toilettes. Dans les toilettes, autant les toilettes pour gars que pour filles, là. Qu'il y a 9 ans, en fait, en 2015, quand Donald Trump faisait sa campagne, là, avant d'être élu, il avait insulté une présentatrice à Fox, Megyn Kelly. Il l'avait accusée, attends, je vais lire en anglais, he accused her of having blood coming out of her wherever. Fait que ça revient souvent, apparemment, là. Le diaper discourse still going strong, puis je pense qu'on va en entendre encore beaucoup parler, comme c'est les élections américaines, les fluides corporels, les trous. Justement, shout-out à notre amie Hello de Cap-Pelé, qui me dit que ça reprenait peut-être un concept philosophique. Le corps sans organes de Deleuze et Guattari, c'est un livre que j'ai jamais lu, c'est un concept que je connais pas, je suis pas très, très bonne en philosophie. Ton vocabulaire Ok, ça commence. dans la langue de Molière. Ok, les vraies choses commencent. Non, les vraies choses sont déjà commencées, c'est déjà un brillant épisode. Mais je veux parler de quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux qui est pas tant couvert, en fait, qui est aucunement couvert par les médias traditionnels. Qui est quand même intéressant parce que ça tie back in avec le climat actuel en politique américaine. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur TikTok, mais la série de la bijouterie Medusa From Homeless to Rolex. Homeless à Rolex. Ce matin, un défi assez particulier. Vous avez été plusieurs dans les dernières vidéos à propager du hate, d'ordonner aux pauvres, la famine, toutes ces choses-là. Ben aujourd'hui, on s'en va vraiment ordonner aux pauvres. On s'en va prendre un sans-abri dans la rue et on va changer sa vie. Donc, direction l'Aubert-Rivière, je sais pas si je prononce bien, on s'en va faire le challenge Homeless à Rolex. Donc, on prend un sans-abri puis on le rend à une Rolex. À suivre. Moi, j'avais vu dès que ça avait commencé, je me rappelle, je t'en avais parlé, genre, je t'avais dit, je check ça sur TikTok. C'est quelqu'un qui a une bijouterie de luxe, qui a décidé de récupérer un itinérant au centre Aubevilliers. Le propriétaire des bijouteries Medusa, qui s'appelle Julien Duguay, il vend des bijoux comme... Super cher. Il y a rien en bas de 10 000 $. Il vend des Birkin bags. Ouais. Les Birkin bags tellement de Hermès, exclusifs. ouais.
qu'à un certain moment, je pense, pendant la pandémie, c'était considéré comme plus sûr d'investir dans un Birkin bag que dans l'or. Puis tu sais, c'est ça, si tu veux acheter des Birkin de Hermès directement, c'est des années d'attente. Si tu passes par des revendeurs, ça va coûter plus cher, mais tu vas avoir accès, puis peut-être même une variété que tu peux choisir. Mais c'est rare, encore une fois. Fait que lui, c'est un des seuls détaillants au Québec qui en a dans son inventaire. Puis il fait affaire avec des vendeurs aux États-Unis. Mais tu vois, c'est un personnage, en fait, Julien Duguay, le propriétaire de la bijouterie Médusa, qui fait son premier TikTok de sa série. Il dit bon, pis c'est des très longs TikTok. Fait que déjà, on change un peu les codes de TikTok. Il va dans les vidéos long format. Qu'est-ce que TikTok veut. Fait que ça augmente dans sa portée algorithmique. Là, il y a beaucoup de gens qui chialent à cause de la famine, à cause des pauvres. Vous voulez que je redonne? Ben, c'est ça qu'on va faire. Attends, c'est qu'il s'est senti finalement interpellé parce que les gens le trouvaient trop riche. Ouais. Donc, il veut peut-être un peu penser sa culpabilité. Mais publiquement. Redorer son image publique. Parce que la bijouterie Médusa produit beaucoup de contenu sur Internet. Ils ont une grosse page TikTok. Mais en tant que tel, les gens pour qui ils font leur TikTok, c'est pas les gens qui vont acheter leur bijouterie. Là. Ça stresse pas à leurs clients. Non, c'est un espèce de spectacle de se mettre en scène. Puis moi, c'est ma théorie, mais là, je vais faire des procès d'intention. Mais c'est ça que je fais sur Internet depuis des années, on s'en calisse. Je pense que c'est comme une volonté personnelle de se mettre de l'avant, d'atteindre une certaine notoriété. La personne qui est propriétaire, Julien Duguay, de la bijouterie Médusa. Fait que là, il part, puis nous, on veut sauver quelqu'un. Fait que là, on prend un sans-abri dans la rue et on change sa vie, dit-il. C'est ça la prémisse. Fait que là, ils sont allés à un centre Aubervilliers, puis ils en ont trouvé un. Et au début, il y en avait 40, ils les trouvaient pas. Ils en ont pris un, puis ils l'ont regardé, puis ils ont dit « Contez-nous votre histoire, filmez. » Puis là, ils filment. Puis là, ils racontent « Ah, moi, j'étais allé à l'école, j'ai un bac en loisirs, j'ai eu mon bac à 26 ans, mais je suis tombé malade. » Là, il raconte sa vie, puis il y a comme un parcours qu'il donne pas tous les détails de sa vie as he should, genre, mais tu sais quoi, ils embarquent dans leur char. Fait que là, ils font l'espèce de classique story de genre film de John Hughes ou whatever. On va donner un makeover à cette personne-là, il l'amène au coiffeur. Tu sais, ça aurait pu être un montage avec de la musique, là. On l'amène au coiffeur, on l'amène s'acheter du linge, se regarde dans le miroir. Tu sais à quoi je pense en ce moment? À quoi? Je pense à MrBeast, qui est le YouTuber le plus regardé sur YouTube, ou avec le plus d'abonnés. Je pense que c'est son vidéo qui a fait en sorte qu'il s'est vraiment propulsé là, comme médiatiquement sur YouTube, c'est justement une vidéo où il donne de l'argent. Il donne 10 000 à un sans-abri. À un sans-abri. Ouais, c'est son... Fait que c'est quand même un trope qui revient souvent sur le web. Mais c'est ça, mais avec MrBeast, qu'est-ce qui est comme brillant dans qu'est-ce qu'il fait, c'est que il perd pas, il se perd pas dans les plis du tapis, il va pas raconter le backstory des gens à qui il leur donne l'argent. Puis c'est là qu'on tombe dans le poverty porn, parce que c'est ça le point un peu de ce segment-là. Mais juste finir l'histoire, fait que là, il rencontre Patrice, 68 ans, qui a de l'air d'avoir comme un parcours dans les yeux, tu vois. Tranquillement, il filme, puis le premier, ça fonctionne, parce que c'est de la télé-réalité, dans le fond. Les gens crivent la télé-réalité, on est dans la saison morte. C'est une télé-réalité, puis tu le vois, qu'il devient populaire, mais tout le long des premiers épisodes, puis moi, j'ai checké peut-être les 5-6 premiers épisodes, puis il y en a 10. Mais là, j'ai checké les 2 derniers parce que c'est vraiment le dernier qui a fait controverse. Ouais. Moi, j'avais vu ça passer, mais je m'étais pas vraiment attardée, disons. Mais c'est que ça a fini par faire comme quand même une grosse controverse. Ouais, c'est ça. Fait que là, on apprend tranquillement, il filme, puis là, les premiers épisodes deviennent virales, puis là, la famille de cette personne, de Patrice, contacte Bijouterie Médusa avec son histoire. Dans le fond, c'est quelqu'un qui aurait eu des problèmes de jeu, qui a volé de l'argent à sa famille, possiblement, qui leur doit beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui arrive aussi dans cette série, c'est qu'on laisse pas la personne qui se fait mettre en scène regarder qu'est-ce qui sort sur elle. Fait que là, tout le long des épisodes, tu vois qu'il devient progressivement de plus en plus populaire. Il y a des gens qui l'arrêtent, qui le connaissent. Et puis qui quand ça? Patrice, le sans-abri. Le sans-abri. Il se fait arrêter dans des moments où est-ce que les gens l'ont vu sur TikTok, puis il lui pose des questions, mais il fait comme « Hey, moi, j'ai pas le droit de voir qu'est-ce qu'on fait sur moi. » Il y a aucun contrôle sur la représentation. Il y en a aucun. Mais moi, je me dis, c'est peut-être en adéquation avec ce que les participants, les kidams des téléréalités Québec vivent. C'est une télé-réalité. Ils n'ont pas leur mot à dire sur le montage, ils voient pas les émissions avant que les émissions soient diffusées. Fait que ça ressemble quand même à la télé-réalité classique. Moi, j'ai dit c'est de la télé-réalité. Fait que là, il l'amène dans une chambre d'hôtel, il lui trouve une job dans une usine, il va travailler là-bas 2-3 jours. Puis là, quand ils apprennent qu'il y a eu un problème de jeu, dans le fond, ils sont comme « Ah, ben, tout l'argent qu'on donne, est-ce que tu la joues? Est-ce que tu vas boire? » Là, à un moment donné, ils le remettent en question, il est comme « Hey, tu sens l'alcool? » Tu sais, il y a vraiment des moments comme ça dans une série TikTok qui est produite juste par un dude. Mais le problème aussi, c'est que ce gars-là, il a pas l'air une touche avec qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient sans-abri. Exact.
Exact. Puis il est pas là non plus pour questionner ses préjugés ou sa façon de percevoir l'itinérance. Il est vraiment là pour jouer au sauveur. Jouer au sauveur puis produire un produit médiatique. Faire un show. Mais moi, je veux que tu élabores sur le fait de pourquoi il veut produire un contenu médiatique. Moi, mon analyse sur pourquoi il fait ça, c'est que elle repose sur le fait de comment il s'habille. OK? Dans le premier épisode, il porte un suit Versace, mais avec le Versace print dessus, qui est comme le classique, jaune et noir. Il est tellement laid, son suit, mais il porte mal. Les goûts sont relatifs. Non. Je pense que l'idée, c'est qu'il est juste dans l'espèce d'ostentatoire, exact, de c'est richesse, de shiner comment... Je porte un suit à 1200$, mais je m'en fous. Il n'y a pas de souci esthétique plus que de montrer que ça coûte cher. Exactement. Ouais. Puis je pense que ça, on pourrait le transposer à pourquoi faire une série comme ça, c'est je veux me mettre en spectacle, je veux qu'on voit comment je suis incroyable. Je suis généreux, exact. que j'ai le cœur sur la main... Okay. Fait que là, la série avance, on apprend qu'il y a des problèmes de jeu, il se trouve une job, il travaille une couple de jours, il décide de l'envoyer dans une thérapie. Ses dépendances sont comme 30 jours. Fait que la série s'étale quand même. Mais tu vois, je peux-tu dire quelque chose? Ouais. Moi, il y a eu beaucoup de therapy discourse dans les dernières années, puis justement, je voulais peut-être faire un épisode de choses sérieuses là-dessus, mais en ce moment, j'ai juste pas le temps. Mais je trouve qu'on a beaucoup mis de l'emphase sur, une thérapie, le psy, comment ça l'aide, tout ça. Mais ça règle pas tout parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont structurels, qui viennent d'une société, justement, où il n'y a pas assez de filet social. Si moi, je fais une thérapie, mais que je suis pas capable de payer mon loyer, à quoi ça va me servir, tu comprends? Fait que là, il l'envoie dans un traitement, une cure, whatever, désintox. Désintox de? Il y a une addiction au jeu. Il gamble, aux machines à sous. C'est avec ça qu'il s'est endetté, c'est avec ça qu'il a perdu des relations interpersonnelles. Fait que là, il l'envoie là-bas, il ressort un mois plus tard, puis là, c'est là qu'on arrive à maintenant, l'épisode où est-ce qu'il y a 2 épisodes qui sont sortis. Premier épisode, la journée qui sort, ben le fun, on est content de le revoir, full de views, full content, oh my god, il a l'air bien. Il lui trouve un logement dans une auberge pour jeunesse, puis après, ils veulent le mettre dans une RPA, parce qu'il a quand même 68 ans. C'est quoi un RPA déjà? C'est une résidence pour personnes aînées. Ok. Puis... il est pas vieux, 68 ans. Eux, ils se disent que... Ils expliquent son raisonnement. Ils sont comme, ça va être mieux pour toi parce que tu payes un frais fixe. Il n'y aura pas d'assurance à faire. On va pas besoin de le meubler. On n'aura pas besoin... Okay. C'est comme ils expliquent tout ça. Tu sais, c'est vraiment... Ça va dans le détail de qu'est-ce qu'ils entreprennent. Tu les vois appeler des propriétaires, le vois chercher des jobs. C'est vraiment un show de télé, là. C'est des longs épisodes de 30 minutes. Mais filmé avec un iPhone aussi. Ça, c'est important. C'est tout filmé avec un iPhone. Là, le premier jour, il sort. Le lendemain. Ça, c'est l'épisode qui cause la controverse. Ça commence avec le personnage Julien Duguay, le propriétaire, qui pète une coche. Il est comme, oh my god, il est terriblement fâché. Il m'a trahi. À ce qui paraît, dans la nuit entre ces 2 épisodes, après sa sortie de Désintox, Patrice aurait eu une rechute. Il serait allé jouer au salon de jeu. On me laisse à Rolex. Aujourd'hui, ça va brasser beaucoup. On a entendu des choses la nuit dernière. Là, matin, il vient de nous appeler. Il est à l'Aubrivière encore. Donc, on s'en va le chercher. On va le suivre aujourd'hui. Je viens de recevoir un autre message. C'est le 3e ce matin. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va brasser. Je suis vraiment pas de bonne humeur. J'en reviens pas encore de ce qui va arriver. Là, on va aller à sa rencontre de son appartement. Je vais faire comme si de rien n'était parce que je veux au moins qu'il y ait les ressources puis l'aide nécessaire. Là. Après ça, on aura notre discussion. Mais je vous dis, ça va passer aujourd'hui. Là. Je suis vraiment pas de bonne humeur. Là. Moi, là, avoir mis autant de temps puis d'énergie puis d'argent sur cette personne-là pour me faire ça, là, je capote. Mais les rechutes, ça l'arrive souvent. Je pense que même les rechutes font partie, pour ceux qui guérissent, du processus de guérison, tu sais. Mais là, il y a des abonnés parce qu'il est rendu extrêmement populaire. Mentale, il y a des gens qui l'ont vu là-bas en train de jouer. Fait que là, ils ont écrit à la bijouterie Médusa. Je pense même pas qu'il y a de conception de à quel point c'est populaire. C'est vu par des centaines de millions de gens, centaines de milliers de gens chaque épisode, sur TikTok et sur Facebook. Puis j'ai même pas vu sûrement qu'il est pas sur Instagram aussi. En cumulation, genre 300 000 views par épisode presque. Fait que là, il pète une coche puis il l'humilie en fait, en direct dans le 10e épisode ou le 11e épisode. Il l'engueule comme si c'était son prof. Puis il est comme, hey là, tu sais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trahi, moi j'ai mis 6 000$ dans toi. C'est un investissement. C'est un investissement pour lui. Puis là, il y a la créatrice, l'autre bord de la ligne, Annie Archambault, qui a fait un TikTok pour dénoncer cette situation parce qu'elle a vraiment... Annie Archambault. Ouais.
C'est sur l'autre bord de la ligne sur TikTok. Ouais. Situation de fucking Médusa, là, le style de crise de magasin et de la personne en situation d'itinérance. Mais pour être honnête, il y a tellement d'intervenants, d'intervenants psychosociaux qui travaillent en itinérance qui m'écrivent pour parler de ça. Je pense que je suis comme à 40-50 intervenants qui m'écrivent qui sont comme Annie, what the fuck, utilise ta plateforme et dis la vérité sur le sujet. Voici mon opinion et je vais insérer en même temps l'opinion de tous les intervenants psychosociaux qui m'ont écrit. Cette personne-là utilise une personne en situation de vulnérabilité pour faire du contenu qu'on appelle du poverty porn. C'est pas moi qui l'invente, c'est un terme, Google-le, ça existe. Pour avoir des vues et des likes, en disant à quel point il va aider cette personne-là. Elle, dans cette vidéo-là, elle appelait ça du poverty porn. Ouais. Puis là, ça m'a comme fait tomber dans une espèce de rabbit hole de genre le poverty porn, puis de où est-ce que ça émane, puis où est-ce que ça s'en va, puis c'est quoi notre rapport à ça. Puis dans le fond, la première comparaison entre ce genre de contenu puis de la pornographie, ça a été faite en 1981. Le gars, il s'appelle Jürgen Linzer. C'était quand la grosse montée des images qu'on diffusait dans les médias de villages en Afrique. Dans toutes les... Là, ça s'est reconverti en vision mondiale. Oh là, mon mais... Dieu, je regardais ça avec ma soeur. C'est ça. Je me levais le matin, puis je regardais ça, genre... Mais c'est ça, mais ça a commencé dans les années 80. Puis tu vois les enfants qui vont genre dans les dépotoirs, puis ils ont des mouches dans les yeux, c'était ça l'image qu'il y avait. Mais il y a ce rapport-là, est-ce que c'est de la poverty porn ou est-ce que ça l'est pas? Puis un des fondements de savoir si quelque chose est la poverty porn porn makes the viewer more human than the subject. C'est quand tout est catered autour de l'expérience de la personne qui regarde. Fait que je vais le dire en français. C'est comme la pornographie. Ils sont bien connectés avec le monde. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est que la pornographie de la pauvreté rend la personne qui la consomme plus humaine que la personne qui est présentée, que le subject. Elle se sent plus humaine. C'est que le contenu est créé avec comme intérêt la personne qui va le regarder. Fait que toi, quand tu fais tes vidéos, tu regardes des vidéos TikTok, ça dépend de la personne qui fait. Mais moi, ce que j'ai vu des vidéos, c'est souvent, les gens, ils parlent, ils sont eux-mêmes, ils se mettent en scène eux-mêmes, puis eux-mêmes, ils partagent quelque chose qu'ils veulent partager, puis il n'y a pas de filtre. Fait que je pense pas que c'est nécessairement de la poverty porn. Mais tu vois, ça me fait penser à... Parce que j'ai quand même réfléchi un peu à, tu sais, justement... un peu le discours de Susan Sontag qui parle beaucoup de photographie, une philosophe, puis tu sais, devant la douleur des autres, de comment on réagit aux images médiatisées de la guerre, puis il y a quelque chose quand même de particulier qu'on vit par rapport au génocide en Palestine, où c'est pas nécessairement, parce que c'est tellement violent, c'est pas des journalistes étrangers, ou je veux dire des journalistes occidentaux qui nous transmettent des images, c'est vraiment des images faites par les Palestiniens, les gens qui sont là. Puis je suis pas sûre que quand on regarde ça, justement, ça nous fait sentir plus humains. Au contraire. Dans une série comme Médusa, le Homeless to Rolex, l'expérience au complète est centrée autour de la personne qui regarde. C'est un spectacle, c'est une télé-réalité. Parce que quand Sur l'autre bord de la ligne a fait sa vidéo, elle a reçu beaucoup de hate. Il y a beaucoup de gens qui aiment la série Homeless to Rolex parce qu'ils ont aimé ça, regarder ce produit médiatique-là. C'était engageant. J'ai regardé les 4 premiers épisodes. Tu t'es senti plus humain. Je me suis pas senti plus humain. Moi, je l'analysais médiatiquement. J'étais comme, OK, c'est... Puis là, ça m'a juste fait deep dive dans l'univers de la télé-réalité mélangé avec le poverty porn, puis je suis tombé sur comme des affaires intéressantes. Il y avait une télé-réalité qui a failli voir le jour sous ce nom-là à la BBC, sur la chaîne BBC 2, qui s'appelait Britain's Hardest Grafter. Grafter qui veut dire personne qui travaille fort au Royaume-Uni, c'est ça qui dit ça. C'est un show où des gens sans emploi ou avec le salaire minimum doivent compétitionner dans un jeu de productivité qui simule des vrais jobs et le moins productif se fait éliminer chaque semaine. Ça, c'était en 2015. C'était pas comme... Puis ce show-là, quand ils ont annoncé le pitch, le communiqué de presse, ça a tellement fait de la controverse qu'il y a eu une pétition de 40 000 personnes qui ont signé, puis ils ont changé le nom. C'est devenu Britain's Hardest Worker, puis c'est devenu un documentaire sur la condition des gens qui vivent comme des difficultés financières. Mais au début, c'était supposé être une télé-réalité, littéralement, qui était appelée du poverty porn. Puis ça, c'était après le succès d'un show controversé au UK qui s'appelait, sur Channel 4, qui s'appelait Benefit Street, qui suivait
en mode docu-réalité, ciné-vérité, les gens qui vivent sur une rue en Angleterre où est-ce que 90% des gens reçoivent de l'assistance sociale. Puis ce show a full fait la controverse parce qu'on voyait que le mode de vie des gens pauvres, c'était pas nécessairement de comme juste être pauvre puis de mendier, c'était comme, non, ils prenaient leur argent pour aller s'acheter de l'alcool, faisaient le party, ils vivaient une vie ce mode sociale. Genre... OK, on peut-tu vivre notre vie, justement, puis accéder à certains plaisirs? C'est ça, puis c'est ça qui avait vraiment causé la controverse, comme. Puis ça fait penser à quand on reprochait aux grévistes en 2012 de boire de la sangria. Littéralement. C'est le même pitch. C'est un peu le même vibe, ouais. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le poverty porn, c'est que ça revient dans l'actualité avec J.D. Vance, qui est comme le colistier de Donald Trump pour être vice-président, qui a écrit son livre Hillbilly Elegy, qui est une espèce de ode à une enfance qu'il a pas vraiment connue, parce que lui, il a grandi en Ohio, mais sa famille vient des Appalaches. Oh mon Dieu, donc là, il est quand même dans une représentation de ce que c'est les Appalaches. Exact. Puis c'est pas non seulement une représentation, c'est que... C'est une tradwife, lui aussi. Ok, je comprends. Non, mais quoi? Mais c'est parce que c'est intéressant. Fabrication, on est encore dans l'hyper-réalité. C'est parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un gros mouvement migratoire de gens des Appalaches au Midwest américain pour trouver des jobs dans une usine. C'est là que son père a trouvé une job dans une usine de steel. Fait qu'il vient de culture appalachie. Appalachienne. Ouais, whatever. Il y a quand même eu des démonstrations que comme pendant Thanksgiving, il retournait là-bas, ou tu sais, comme il y a quand même... Mais comment ça se fait qu'il a pas vécu là, lui? Il a grandi en Ohio parce que sa famille a migré dans le Midwest pour trouver des jobs. Ok, il y avait plus de jobs dans les Appalaches. Il y a comme c'était quand même ça, il y a eu un gros mouvement migratoire qui sont vraiment installés dans des banlieues là-bas. Fait que la communauté aussi, c'était des gens qui venaient des Appalaches. Je sais pas si tu comprends, ils se sont comme accaparés des quartiers, comme c'est vraiment comme documenté, c'est vrai, genre c'est pas faux qu'il vient des Appalaches, mettons, genre. Mais il a pas grandi là-bas. C'est ça, il a été nominé son mémoire qui raconte l'enfance de Vance dans une famille modeste du Midwest américain. Un livre qui a été numéro 1 sur genre le New York Times bestseller list, genre c'est comme un gros livre quand c'est sorti. À l'époque où est-ce qu'il était full invité aussi dans les médias parce qu'il avait pas encore endorsed Trump. Puis c'était sorti quand, ça? C'est sorti en 2016. Ok. Puis c'était une espèce de... Même le New York Times, c'était comme si vous voulez comprendre la rage des gens blancs du Midwest, pourquoi ils ont voté pour Trump, ça c'est un essentiel. C'est ça qu'il disait dans les critiques. C'est comme si c'était... Puis lui, il était pas encore... Il s'affirmait pas politiquement, sauf qu'il avait dit qu'il allait redéménager en Ohio, puis il travaillait pour Peter Thiel, qui à ce moment-là supportait Donald Trump. Peter Thiel, qui est un venture capitalist. Un grand mania milliardaire, ouais, je pense. Milliardaire, non seulement en investissement dans Silicon Valley, mais en développement militaire. Un des premiers investisseurs de Facebook. Un angel investor, que ça s'appelle, de Facebook. Puis il est vraiment fort dans la contraction militaire. Peter Thiel, c'est la personne qui a donné la plus grosse contribution singulière à une campagne pour la campagne de J.D. Vance pour être sénateur de l'Ohio. C'est lui qui l'a financé. 15 millions de dollars. 15 millions, exactement. Ouais. Les Appalaches, là on rentre vraiment dans le poverty porn parce que les Appalaches ont longtemps été genre au centre de la représentation de la pauvreté dans la culture populaire américaine. Il y a genre un livre de Harry Caudill, Night Comes to the Cumberlands, qui est sorti en 1963, qui a tellement marqué l'imaginaire collectif que quand Lyndon B. Johnson, qui est un président américain, a fait sa grosse... C'était comme un moment politique de War on Poverty, il est allé là-bas. Quand on parle des Appalachies ou des Appalaches, aux États-Unis, on parle vraiment comme dans les montagnes. Donc, dans le fond, le West Virginia, le Kentucky, c'est des régions qui ont quand même leur propre folklore, leur propre culture. Il y a beaucoup la musique qui émane là-bas, de la musique country, fait que c'est très fort culturellement. Est-ce que les gens qui viennent des Appalaches, t'allais lire, trouvent que la pauvreté est pas autant différente qu'à d'autres endroits aux États-Unis? Il y a deux industries, il y a l'agriculture, il y a les mines en fait, puis il y a le bois. C'est ça les deux grosses industries qu'il y a dans les Appalaches. Et là, tu disais que tu parlais d'un président... Ouais, c'est ça, Lyndon B. Johnson, dans les années 60, qui a créé comme une espèce de mouvement politique, ou c'est une campagne publicitaire, là, en fait. Tu sais, comme les politiciens font ça, c'est comme, là, c'est la rentrée, il faut qu'on ait comme de quoi pour la rentrée. Ouais. Maintenant, on va faire la War on Poverty. Puis, il est allé là-bas, puis il a invité des artistes, des documentaristes, des photographes, à aller documenter la pauvreté qui se passe là-bas. Puis, ça a mené ça, inviter des gens à faire des documentaires là-bas, au meurtre d'un des documentaristes qui était là-bas, Hugh O'Connor, en 1967, par un local qui trouvait que son documentaire représentait mal la pauvreté qu'il y avait dans les Appalaches. Il l'a juste tué, genre. Wow!
Fait que c'est comme le poverty porn goes back, mais qu'est-ce que fait... Mais il y a quelque chose de... Finalement, la représentation de XYZ, il faut que tu mettes ça dans la main des gens qui sont représentés. Ou que tu mettes du self-awareness dedans. Puis c'est pour ça que je t'ai envoyé un documentaire que je voulais voir. C'est quoi, a Man with a Camera ou Women with a Camera? On écoute beaucoup de docu-réalité en ce moment, by the way. C'est A Stranger with a Camera qui fait un docu en mode ciné-vérité, mais que pendant tout le long, puis c'est dans les Appalaches, puis elle investigue le meurtre de ce documentariste-là, mais elle met en rapport son rôle en tant que personne qui fait le documentaire dans le documentaire. Fait qu'il y a un discours méta sur genre sa légitimité en tant que documentariste à faire ça. Puis je pense que si tu veux faire... Je pense que si Medusa avait voulu qu'il y ait une espèce de... Une forme de subjectivité. Il faudrait en fait que le gars nous parle de lui, qui il est, c'est quoi son background, c'est quoi son enfance, c'est où il est étudié, c'est quoi son histoire à lui. C'est ça. Pour que lui aussi devienne un personnage, puis qu'on ait dans nos faces deux subjectivités, deux backgrounds qui se rencontrent. Pour finir, parce que ça finit un peu, c'est pour taille de la boucle, l'épisode finit avec, de Medusa, finit, moi, je veux aider quelqu'un qui veut s'aider. Notre sport s'arrête ici. On peut plus continuer d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider, malheureusement. Fait que là, toi, c'est fini, moi puis toi, puis je vais trouver quelqu'un qui en a besoin puis qui le mérite. Puis je vais ramener à une quote de Vance dans son livre qui dit, il parle des problèmes dans les Appalaches, il dit « These problems were not created by government or corporations or anyone else. We created them and only we can fix them. We, hillbillies, must wake the hell up. » C'est comme une quote dans son livre. OK. Puis c'est un peu la même chose qu'il a dit comme à Medusa, genre c'est la même chose. Il a dit ça, le gars. Le gars, il a dit, moi, je veux aider quelqu'un qui veut s'aider, puis toi, tu veux pas t'aider. Ouais. Puis je vais trouver quelqu'un qui aurait fait de quoi avec mon système. Mais, tu sais, j'ai l'impression que lui, il a vraiment cette idée de white savior, là, genre de je vais vous sauver, puis son arc narratif va être complété quand il va avoir pensé, tu sais, quand il va avoir eu son happy ending, là. C'est ça. C'est juste sa conception, lui, d'aider quelqu'un, c'était juste self-serving, ça revient juste prouver que c'était du poverty porn, c'était juste comme il y avait une volonté de mettre en scène, puis de le please lui. Ouais. Il attendait une performance de l'autre, fait que c'était ça. Non, c'est déjà fini. Ça fait quand même longtemps qu'on regarde. Mais c'était... Là, le monde, ils vont tout le temps demander qu'on boit du vrai, du café. Je pense que comme j'aimerais ça finir en disant, genre, vraiment merci aux Acadiens, au Festival de poésie de l'Acadie de nous avoir reçus, au projet Borgit. Tu sais, on a vraiment vécu des beaux moments, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, tu sais, les discussions qu'on a eues, puis même comme l'espèce d'échange culturel, je sais pas. Ben c'est ça, puis moi, c'est ça que je parlais aussi avec du monde là-bas, c'est comme le rapport avec l'endroit où est-ce que tu vas, de l'avoir aussi d'un aspect culturel, pas juste d'un aspect genre visuel, touristique. Mais c'est ça que je disais à Mounir, c'est quand t'es un poète ou une poète, tu sais, tu vis dans une communauté, une famille qui est internationale, fait que peu importe où tu voyages, c'est comme t'es en rapport avec des gens, puis des gens qui sont dans la langue, la création, qui sont dans un rapport critique avec beaucoup de choses, fait que ça te permet de visiter le monde d'une autre façon, tu sais, puis t'es pas juste dans un paradigme touristique. D'immersion culturelle. Ouais, puis de partage. Fait que c'était vraiment cool. Merci. Puis, merci à l'Acadie. Allez en Acadie, pour vrai. Ouais, nous, on devient l'Office national du tourisme acadien. Exact. Fait que la musique... Azulo, la musique, vient de sortir un nouveau EP qui s'appelle Diving. Allez l'écouter en grand nombre, les Café Sneakers. Puis comme run up the streams. C'est ça, donc on a changé notre intro spécialement pour la sortie du mini-album. Ouais, c'est ça. Merci, à la prochaine. I gotta wait